Ambiance qui sont les dimensions intangibles du patrimoine urbain et architectural, des dimensions qui sont immatérielles, mais tout de même perceptibles, et c'est aussi des dimensions qui sont immatérielles et intangibles, mais qui sont mises en exergue, en évidence, voire valorisées par des dispositifs matériels qui sont des dispositifs urbains et architecturaux. Ces ambiances, pour le cas du patrimoine, sont celles qui sont le plus citées dans diverses sources historiques, en particulier les récits de voyage et les romans. Comme exemple, je citerai des ambiances énoncées par un voyageur européen au sujet de la Casbah d'Alger. Il cite des ambiances visuelles en disant la couleur, enfin c'est le blanc, un blanc de chaud éclatant qui revêt la maison de la base au sommet, des ambiances lumineuses en disant partout les jeux de lumière les plus inattendus illuminent ce chaos, avivé encore par des entourages d'ombre, une ambiance sonore en disant à côté de ces rues tranquilles et silencieuses, comme des allées de nécropole, sont des rues commerçantes plus animées. Enfin, une ambiance olfactive, en disant les marchands vous vendent des bouquets de fleurs de poivrier dont l'odeur âcre monte au cerveau comme un parfum capiteux. Les ambiances sont singulières et distinctes, mais aussi s'entremêlent. Ainsi, des ambiances sonores et lumineuses, le quartier est paisible et les pas résonnent silencieux dans le mystère des porches ombreux. Une ambiance visuelle et une autre sonore, on voit tout à coup devant soi et dans toutes les directions s'ouvrir des ruelles désertes qui s'enfoncent avec lenteur à travers ces masses de blancheur étranges et semblent conduire vers le pays du mystère et de l'éternel silence. Des ambiances également olfactives et sonores, des rôtisseries en plein vent occupent les angles et quand on passe, l'odeur des viandes chaudes se mêle à l'arôme des fruits mûrs. Incessant le va-et-vient de tout le peuple, effroyable le vacarme que font les cris, les imprécations qui s'échangent en toutes les langues, mais aussi lumineuses, aéroliques et olfactives, des faisceaux de ruelles et d'impasses mêlées en un tricot inextricable, clair ou obscur, aéré et puante. La maison Kabyle aussi a fait l'objet donc de descriptifs relatifs aux ambiances. On en retrouve dans pas mal de romans, et je citerai Le Fils du pauvre de Mouloud Pharaon. Alors on entend plus que le choc harmonieux du peigne de Nenna. Souvent Nenna veille pour avancer son ouvrage à la pâle lumière d'une lampe à pétrole fumeuse et malodorante. La soupente renferme les icouphènes de provisions, les jarawils et les coffres de famille. Le haut des murs, jusqu'au-dessous de la toiture, est enduit d'argile blanchâtre, bercé par le tambourinage familier du peigne, dont le canon brûle en pétillant un feu clair de rameaux d'olivier. La mosquée Ketchawa a été également décrite par le voyageur Ziyani, et le descriptif nous informe sur pas mal de signaux et d'ambiance et des dispositifs. Le texte dit, à propos de cette mosquée, وفي وسطه قبة عظيمة مرتفعة في الفلك يفزع من لمعان أنوارها في البحر السمك قائمة على سواري كالصدار مجردات عواري كالجواري يحاكين في بياض اللون البرد النازل من الكون كأنهن في القيام حور مقصورات في الخيام وجعل لهذه القبة سراجيب بأنواع البلور الذي لم يرى في عصر من العصور ودار بهذه القبة قبب كل شكل منمق كأنهن جدول موفق من ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وسباعي ومقربس ومشجر وقاطع ومقطوع ومسطر وداخل وخارج وبخاريات وقصاعي وأنصاف ترنيجيات وفوق ذلك من الأسباغ كل لون غريب بتدبير أهل الحل والعقد والتجريب وكتبوا أسماء الله وآياته وأنبيائه وخلفائه بتدبير أهل
وتعظيما بالذهب الإبريز الصيان وليس الخبر كالعيان وأدار بهذه القبة شدرانا من العود موه من أنواع الأطلية الفائقة بالألوان يصلي فيه الأمراء والأجناد وأعيان الديوان عليه أدواع وأزهار وأغصان وثمار وأطيار وكسى جدرانه بالزليج والفلفوري والسني وفوقه الجبس الفائق المعدني وجعل في كل جهة رواشن تسطع منها الأنوار مضيئات وسلاسل مموهة للقناديل والثريات وجعل تحت كل روشن ساعة على كرسي العروس يطرب لسماعها جوامع النفوس فجاز بلطافة شكله ضخامة المسجد والمدارس وجاز برقة صنعته أنوار الزرع والفارس فلو رأته السليمانية بالقسطنطينية لسلبها ولو كلمته آيا صوفيا ما أجابها ولو قابله الجامع الأزهر لتعجب من حسنه وانبهر ولو ناظرته مساجد الشام وحلب لاعترفوا بفضله وأقروا بالغلب ولو سمعت بتشييده بيعة الأشبونة لتهدمت ولو شاهدته كنيسة روما العظمى لأسلمت. Nous avons également un autre descriptif au sujet de la mosquée de Salah Bey Constantine qui dit ce qui suit. Donc la mosquée, dans la mosquée de Salah Bey où nous conduit le muezzin, nous frappe dès l'entrée par son excessive propreté et nous charme par la température fraîche dont on y jouit et qui contraste avec la chaleur du dehors. Un magnifique oranger couvert de fleurs et de fruits occupe le milieu de la cour qui l'ombrage tout entière. Un vaste escalier de marbre dont les parois sont garnies de dessins blancs et bleus réunit les galeries du rez-de-chaussée à celles du premier étage. Le calme, le silence, la fraîcheur, les nattes sur lesquelles nous marchons, les faïences luisantes qui couvrent les murs, cette atmosphère embaumée nous ravisse et nous donne envie de nous établir dans ces lieux. On nous ouvre la grande chambre de la prière. De beaux tapis couvrent les dalles, des lanternes arabes d'un travail ancien et curieux pendent au plafond, mais la chair attire tout particulièrement notre attention. Donc, à côté de ces textes, les ambiances se retrouvent aussi dans différentes illustrations visuelles. Nous avons la blancheur de la Casbah d'Alger, la rugosité et les contrastes entre clair et obscur de la Médina de Constantine. Nous avons aussi l'odeur des plantes de la cour du palais d'Ahmed Bey à Constantine, la luisance donc des faïences qui couvrent les bas du mur, les contrastes entre clair et obscur des stucs et également la texture des dallages des galeries. Ces ambiances aussi on nous informe de ces ambiances ou on nous renseigne aussi de ces ambiances à travers les ruines qui restent dans quelques palais et auxquels notre imaginaire va participer à créer, donc à catégoriser, à classer et à recréer ces ambiances. Nous avons aussi les monuments qui sont anciens mais qui sont encore debout et à travers lesquels on pourra toujours revivre ces ambiances. Donc, par rapport au patrimoine et aux questions de la sauvegarde, on constate que les édifices qui ont une valeur patrimoniale sont soumis souvent à des opérations de préservation qui malheureusement se limitent à des objectifs de garder en vie ces bâtiments. Les édifices sont en effet sauvés de la ruine, consolidés, remis en état ancien neuf, mais les dimensions sensorielles, rarement recréées sont-elles. C'est des aspects qui sont les moins concernés par les opérations de sauvegarde, d'où la perte de l'âme réelle de l'édifice patrimonial. On constate à travers quelques exemples qu'il y a un objectif ou des tentatives de mise au niveau ou d'une adaptation au niveau actuel de confort qui font que les édifices sont le plus souvent
modifiés, transformés, voire défigurés. Les rajouts d'éléments de chauffage, de climatisation, d'éclairage artificiel font que les édifices perdent de leur vécu sensoriel, mais également aussi de leur esthétique. On voit dans cet exemple le fait de couvrir une cour dans un palais marocain changera entièrement l'ambiance originelle en termes de lumière et de couleur. Les restaurations aussi ne sont pas toujours authentiques. Dans certaines mosquées, les parois en claustras sont changées et remplacées par de simples vitraux qui font que nous avons des environnements lumineux très éblouissants et qui ne reflètent pas l'ambiance authentique. Les reconversions de maisons ou de khan sont aussi dégradantes en vue du potentiel ambiental originel. La préservation, parfois, elle est défigurante. Dans ces cas-là, nous constatons que la cour, qui était source de lumière naturelle primordiale dans les mosquées, elle est couverte et les solutions adoptées n'arrivent pas à se substituer au référent ambiental originel. Là également, une mosquée dont la cour a été couverte fait que le dégradé lumineux caractéristique de toutes les mosquées a disparu et de ce fait, le vécu sensoriel de ce genre de bâtiment va disparaître. Donc, les ambiances patrimoniales pourraient elles-mêmes constituer un champ d'investigation sous la thématique des ambiances qui serait destiné à identifier, définir et caractériser les ambiances dans les édifices à caractère patrimonial. Ceci servira à asseoir de judicieux fondements pour toute intervention sur un lieu urbain et ou architectural à caractère historique ou patrimonial et de là surpasser la simple consolidation pour reconquérir soit le vécu sensoriel originel ou bien recréer un nouveau vécu sensoriel en fonction, disons, du programme adopté pour ce bâtiment ou pour ces bâtiments, pour ces lieux patrimoniaux. Pour cela, des soucis épistémologiques dans le sens de l'organisation des connaissances sont nécessaires. Il s'agira essentiellement de conceptualiser cette notion d'ambiance, de voir s'il serait possible de patrimonialiser les ambiances et également de chercher à savoir quelles seraient les barrières et les contraintes pour ce champ de recherche. Donc, pour la conceptualisation, nous avons adopté un modèle conceptuel pour cette notion qui indique que l'ambiance est une interaction entre un usager à travers ses conduites perceptives, donc représentation, attitude, jugement, croyance, et comportementale, un environnement physique défini ou identifié à travers un stimulus sensoriel, l'espace architectural à travers la conformation elle-même et les usages, et le contexte dans ses dimensions culturelles, sociales et climatiques. En effet, les aspects sensoriels prennent naissance d'un certain stimulus physique qui est considéré comme un signal, qui peut être un bruit, une odeur ou une lumière. On pourra identifier certains stimulus là, dans cet espace, qui serait l'odeur des plantes, leur fraîcheur, leur couleur, le bruit du bruissement des feuillages, la lumière réfléchie par les parois et les couleurs également. Donc, une multitude de signaux qui constituerait un environnement sensoriel qui reste pour le moment un simple environnement parce qu'il pourrait qu'il y ait interaction pour certains et pas pour d'autres. Là, à cet effet, nous avons le même signal qui est la lumière omniprésent qui constitue
un environnement sensoriel particulier, mais qui est dans deux équipements, deux édifices, deux lieux différents par rapport au contexte social et culturel essentiellement. Là, nous avons un mur en deux parties qui occasionnerait l'existence d'un environnement sensoriel tactile, donc dû aux textures différentes. Là, nous avons une salle de bain dans une ancienne demeure tunisoise où les environnements sensoriels donc sont multiples. Nous avons celui thermique en raison de la température, visuel en raison donc de cette vapeur qui va rendre l'environnement visuel très particulier. Et on pourra même parler de gustatif parce que il y a aussi dans le bain, on sent avec nos langues aussi cette vapeur même. L'espace est une autre composante donc de ce modèle conceptuel des ambiances, dû que c'est dans cet espace que l'environnement sensoriel va exister. Donc en dehors d'un espace architectural et ou urbain, il n'y aura pas donc réellement d'environnement sensoriel créé par l'être humain. Nous avons là deux exemples de lieux urbains, un souk et une ruelle, où la lumière dans le premier et la texture dans le deuxième s'imprègnent, donc, ou nous permettent de s'imprégner par rapport à cette notion d'ambiance. Les conduites perceptives et comportementales des usagers réceptifs du signal, donc les gens qui reçoivent le signal, constituent aussi une partie prenante de ce modèle, dans la mesure où l'architecture est non seulement une forme visuelle, mais aussi habitée, vécue et investie. Donc, ces trois dimensions donc, de l'architecture sont approchées dans le cadre donc, du champ des ambiances du point de vue sensoriel. Nous avons deux vues donc, de la Casbah d'Alger qui nous permettent de voir un peu les différents lieux et les environnements sensoriels occasionnés par la cour, aussi bien par la fenêtre qui peut exister en Kbou, également par le thé qui va aussi dégager une certaine odeur et de là à créer un environnement olfactif particulier. Le contexte aussi est une composante incontournable de l'ambiance dans la mesure où si on a le même espace architectural ou urbain, les mêmes usagers, le fait de changer d'un contexte à un autre, nous aurons des environnements différents. Là, j'ai l'exemple de la mosquée et de l'église et le signal lumineux qui font que culturellement, donc, nous avons deux ambiances différentes. Il peut aussi s'agir de questions de morphologie particulière, même si le stimuli est le même. L'exemple de Sainte-Sophie et de la mosquée bleue sont très illustratifs de ce cas. Nous avons deux bâtisses qui se ressemblent beaucoup à travers leur forme, mais à l'intérieur, les signaux sont différents. La lumière qui est présente dans la mosquée est trop différente de celle présente à Sainte-Sophie et fait que les deux bâtisses, malgré que du point morphologique se ressemblent, l'environnement lumineux y créé est différent d'un cas à l'autre. La question qui se pose, est-ce que les ambiances constitueraient un patrimoine en soi et quelles sont les références officielles sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour patrimonialiser ces environnements sensoriels? En fait, trois conventions récentes mettent l'accent sur ces dimensions et focalisent un peu sur ces aspects immatériels
dans lesquelles les ambiances s'intégreront facilement. Donc il y a la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, établie en 2003, dont l'application d'une simple analyse de contenu thématique va permettre de révéler certains aspects relatifs aux ambiances. Donc, dans cette convention, il y a eu une définition du patrimoine culturel immatériel et qui regroupe pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Donc, dans ce patrimoine culturel immatériel, il y a la prise en compte du milieu, l'interaction avec la nature et son histoire, le sentiment d'identité et de continuité qui sous-tendent la notion du patrimoine, et en particulier le milieu et l'interaction avec la nature. Donc là, le contexte et l'environnement sensoriel, en tant que signal, s'intègrent ou s'insèrent sous ces thématiques. Les aspects du patrimoine culturel immatériel définis dans le cadre de cette convention regroupent les pratiques sociales, rituels et événements festifs, également les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Nous savons tous que dans l'architecture traditionnelle, qu'elle soit domestique ou monumentale, il y a eu beaucoup d'attention portée à tout ce qui est orientation par rapport au soleil, par rapport au vent, qui occasionne donc la création d'un environnement physique, sensoriel très particulier et qui va au-delà de la performance environnementale énergétique, mais qui constitue réellement un caractère ambiental spécifique. La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la Convention dit que les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de patrimoine. Donc, la sauvegarde ira de l'identification jusqu'à l'application sur le terrain. Un deuxième texte, qui est la déclaration de Xi'an établie en 2005, intègre aussi des dimensions du modèle conceptuel des ambiances et qu'il s'agit et qui parle essentiellement donc du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimoniaux. Donc l'analyse de contenu révèle milieu, site, contexte, situation et cadre comme éléments pouvant être insérés dans le modèle de l'ambiance patrimoniale. Cette convention ou cette déclaration, elle souligne la nécessité de répondre adéquatement à la transformation rapide et graduelle des villes, des paysages et des routes d'intérêt patrimonial suite au changement des modes de vie. Donc là, c'est également la question de la recréation d'environnements sensoriels qui se pose. Parmi ces recommandations, la reconnaissance de l'apport du contexte à la valeur des monuments, des sites et des secteurs patrimoniaux, la compréhension, la documentation, l'interprétation du milieu dans les divers contextes, le développement d'outils et de pratiques d'aménagement et de planification en vue de conserver et gérer le contexte, suivre et gérer le changement qui porte atteinte au milieu, œuvrer avec les communautés locales, interdisciplinaires et internationales pour une sensibilisation, une meilleure conservation et gestion du contexte. Donc là, à travers cette déclaration, l'intérêt surpasse le bâtiment et le site pour embrasser l'échelle du contexte très influente en matière d'ambiance. Donc, elle apporte une petite précision par rapport aux aspects physiques et visuels du contexte, en le surpassant, en prenant en compte l'interaction avec l'environnement naturel, les pratiques sociales ou spirituelles passées ou actuelles,
les coutumes, le savoir traditionnel, l'usage, les activités et d'autres formes ou expressions tenant compte du patrimoine culturel immatériel qui ont créé et façonné l'espace ainsi que le milieu culturel, social et économique actuel et dynamique. Donc, cette déclaration remet en surface toutes les dimensions du contexte en vue de pouvoir préserver adéquatement un bâtiment ou un lieu à caractère historique ou patrimonial. Il y a également la signification et la singularité des relations significatives avec le milieu physique, visuel, spirituel ou culturel. Donc, cette déclaration rajoute un autre regard ou adopte un autre regard plus global et globalisant vers le lieu patrimonial. Je passerai à l'autre déclaration, à la dernière, celle de Québec sur la sauvegarde de l'esprit du lieu, établie en 2008. Donc, cette déclaration, elle est destinée à la préservation de l'esprit du lieu, dont parle beaucoup Christian Norbert Schulz, par la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, et qui est envisagée comme un moyen novateur et efficace de contribuer au développement durable et social à travers le monde. Donc, là, c'est la notion de durabilité qui va englober essentiellement le patrimoine matériel et immatériel. Et cette déclaration souligne l'interdépendance entre patrimoine matériel et immatériel. Donc, ce n'est plus la question de préserver un édifice sans porter de regard à ce qu'il englobait comme environnement sensoriel dans le passé, ou bien ce qu'il va englober essentiellement dans le futur. Il est question également de définir un nouveau vocabulaire conceptuel qui ferait part des changements ontologiques de l'esprit du lieu. Donc, même sur le plan du langage, il y aurait aussi à s'adapter, à créer un langage qui prendrait en compte ces éléments nouveaux vis-à-vis du patrimoine. L'esprit du lieu, dans cette convention, est déclaré et défini comme étant l'ensemble des éléments matériels, sites, paysages, bâtiments, objets, et immatériels, les mémoires, les récits oraux, les documents écrits, rituels, festivals, métiers, savoir-faire, valeurs, odeurs, physiques et spirituelles, qui donnent du sens, de la valeur, de l'émotion et du mystère au lieu. Donc tous les aspects qu'on qualifierait, nous, architectes, de subjectifs, sont à considérer dans notre vision ambientale vis-à-vis du patrimoine. Et la Convention recommande qu'au lieu de séparer l'esprit du lieu, l'immatériel du matériel et de les mettre en opposition, nous aurons à explorer les différentes manières dont les deux seraient unis dans une étroite interaction, l'un se construisant par rapport à l'autre. L'esprit construit le lieu et en même temps le lieu investit et structure l'esprit. Donc, dans cette dynamique relationnelle, l'esprit du lieu, il va prendre un caractère pluriel et polyvalent, d'où l'inter- et pluridisciplinarité. Il peut posséder plusieurs significations et singularités, changer de sens avec le temps et être partagé par plusieurs groupes. Cette approche plus dynamique est mieux adaptée à un monde globalisé, caractérisé de plus en plus par les migrations transnationales, les populations relocalisées ou délocalisées, les contacts interculturels, les sociétés multiculturelles, les appartenances multiples. Donc, cette notion d'esprit du lieu, apportée par cette convention, va permettre de mieux comprendre le caractère vivant et permanent des monuments, des sites et des paysages culturels, et la vision serait plus riche, dynamique, large et inclusive du patrimoine culturel. Ceci dit, la tâche n'est pas facile, donc elle rencontre certains obstacles, particulièrement sur le plan de la recherche et de la pratique, et là, je vais inventorier certains problèmes essentiellement d'ordre scientifique. Donc,
À l'heure actuelle, la première barrière consiste en une absence d'un usager s'exprimant au sujet de son vécu sensoriel. On a du mal à retrouver des gens qui ont vécu dans des édifices ou dans des lieux traditionnels, et le recours serait bien évidemment à la mémoire collective des vieux et des vieilles personnes, les récits de voyage et les romans. Ce seront ceux-ci les sources qui permettront de déceler le vécu sensoriel dans le temps. La deuxième barrière, c'est que les édifices patrimoniaux et les monuments historiques sont objets d'une évolutivité naturelle, de même que leur ambiance. Une mosquée se transforme en une église qui se transforme en mosquée, un khan qui devient un lieu de commerce. Donc là, la recherche monographique sur ces édifices permettra d'allouer la définition des caractéristiques conformationnelles étudiées et de dégager les dispositifs architecturaux et constructifs qui étaient sous-jacents aux environnements sensoriels et aux ambiances qui s'en suivent. Une autre barrière, c'est la disparition d'importants fragments d'édifices et situations d'autres en l'état de ruine. Donc la nécessité d'une restitution conformationnelle et ambientale, et pour cela la restitution numérique est une des techniques ou une des approches les plus appropriées. Ceci dit, nous n'avons pas encore d'outils numériques, informatiques, qui permettraient réellement de redécouvrir les ambiances d'antan. Donc, en vue de surpasser ces difficultés, il est nécessaire, et il est important aussi, de savoir quelles seraient les méthodes et les techniques de recherche appropriées pour embrasser ce champ d'investigation qui est celui des ambiances patrimoniales. Donc, il est évident qu'une multiplicité, une variété d'outils répondrait à cette multiplicité et variété des différentes composantes, en parlant de contexte, de signaux, de conduite perceptive comportementale et de conformation et d'usage des espaces architecturaux. Nous avons donc différentes natures de composantes qui nécessiteraient en réponse des techniques aussi de recherche différentes. On parlera, en utilisant, en adoptant le langage des chercheurs en méthodologie, une triangulation qui pourrait être méthodologique comme elle pourrait être également spatiale. Donc méthodologique, si j'aurais un objet d'étude approché avec différentes techniques de recherche, spatiale en adoptant la même technique sur différents objets. Donc, pour le vécu sensoriel, dans le cas des édifices patrimoniaux, l'analyse de contenu, de romans, de récits de voyage, de rapports, de missions, pourrait permettre de déceler ces environnements sensoriels et les ambiances qui les suivent. Il y a aussi les entretiens semi-directifs qui permettraient de puiser dans la mémoire des vieilles personnes qui ont connu le vécu sensoriel d'antan dans les lieux patrimoniaux. En ce qui concerne la conformation architecturale, le relevé donc architectural et la restitution informatique demeureraient les outils les plus pertinents. En matière d'environnement physique sensoriel, que ce soit l'environnement thermique, aérolique, sonore, olfactif, lumineux, la simulation informatique, la simulation par modèle réduit, ou bien les mesures in situ lorsque le bâtiment est encore debout, sont les techniques les plus appropriées. Je donnerai quelques exemples de recherches qui ont investi les ambiances patrimoniales au Maghreb. Le cas des ambiances donc médinales, urbaines, en prenant comme cas d'étude la Médina de Tunis et la Casbah d'Alger, à travers un récit de voyage, 6 catégories d'ambiance ont été décelées dans ces 2 cités. Une ambiance formelle, lumineuse, thermique, odoriférante,
sonore et aérolique. Une autre recherche a porté sur les mosquées et les résidences de la période ottomane en Algérie, et il s'agissait d'identifier des éléments architecturaux, sources de création d'environnements lumineux, à l'origine d'ambiances lumineuses. Donc, il était question d'adopter ou d'entreprendre une lecture conformationnelle de ces dispositifs architecturaux menés sur un corpus constitué de 14 mosquées et 21 habitations. 3 indicateurs conformationnels ont été utilisés. Le typologique en identifiant l'éclairage latéral du zénithal, le topologique en définissant les centres, les périphéries, les points focaux, et morphologique en dégageant les divers rapports entre surface de percement et surface des parois. Il a été donc conclu qu'il y a eu une permanence de certaines caractéristiques, de même que l'existence de quelques variations relevant probablement d'influences exogènes au style ottoman original, ce qu'on appellerait facteurs extrinsèques. Ceci était très évident dans les mosquées datant de la période ottomane à Constantine, où la coupole centrale qui a été utilisée à Annaba, Oran, Mascara et Alger était absente, d'où la suggestion ou la mise en hypothèse de l'influence du style hafside antérieur à celui ottoman. Un autre travail porté sur les mosquées de la période ottomane à Tunis, donc un élargissement du corpus, et là nous avons eu une analyse, nous avons eu à mener une analyse à 2 niveaux sur un corpus de 5 mosquées tunisoises qui datent de la période ottomane. Je souligne là que en Tunisie, il y a eu beaucoup de mosquées qui ont été édifiées durant cette période, mais qui ne s'apparentent pas toutes au style ottoman. Il y a eu des mosquées édifiées pendant la période ottomane par des Maures, donc des gens qui sont venus d'Andalousie, qui adoptent entièrement le style mauresque. Donc, le premier niveau de cette analyse, il a été consacré à l'inventoriage des différents dispositifs architecturaux d'éclairage naturel, tandis que le second a consisté en une lecture conformationnelle fondée essentiellement sur la typologie et la topologie. Donc, nous avons pu dégager les différentes variations des types d'éclairage naturel et latéral et zénithal, et aussi l'examen des différents percements a montré qu'il y avait une certaine polarisation donc spatio-lumineuse à caractère géométrique, telle que l'alternance entre fenêtres hautes et basses, la hiérarchie entre centre et périphérie, au moyen des coupoles et des coupolettes, et également une caractérisation non géométrique, telle que les ouvertures qui marquent toujours le mihrab et le minbar. Donc, en conclusion, je dirais que le vécu sensoriel est une dimension incontournable du patrimoine, qu'il serait nécessaire d'apporter de plus importants approfondissements dans le domaine de la recherche scientifique, et qu'il faudra porter également plus d'attention à ces aspects dans la pratique architecturale. L'ambiance patrimoniale est un champ de recherche caractérisé par son interdisciplinarité, parce qu'il met en relation, en interaction plusieurs disciplines, et de là leur technique de recherche, et qui nécessite donc différentes techniques et méthodes de recherche. Et je vous remercie.